Laurent, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national du Parti communiste français. Avant de parler d'actualité, un mot, si vous le voulez bien, sur le décès de Shimon Peres en Israël. Le communiqué du PCF parle d'un homme des rendez-vous manqués avec la paix. C'est un jugement plutôt dur sur lui. Non, mais il faut d'abord rendre hommage à l'homme qui avait été nommé pour le prix Nobel de la paix avec Isaac Rabin et Yasser Arafat au moment des accords d'Oslo. Mais malheureusement, après, ces accords n'ont jamais pu être mis en œuvre. Et après la mort, l'assassinat d'Isaac Rabin, Shimon Peres n'a fait qu'accompagner finalement la lente agonie du processus de paix. Il y avait eu un très grand espoir, mais aujourd'hui beaucoup de déceptions et la paix n'est toujours pas là. Et c'est ce que nous disons dans notre déclaration. Donc ça a été à la fois l'homme au départ d'un processus audacieux pour la paix, mais après l'homme d'un rendez-vous manqué avec ce processus. On va parler de la France avec le gouvernement qui a présenté son budget pour 2017. Un budget sérieux et cohérent, selon vous, comme l'affirme Michel Sapin ? Non, c'est malheureusement un budget qui va aller jusqu'au bout de la logique d'austérité qui a été imposée depuis le début du quinquennat et sans espoir de redresser la situation ni en matière d'emploi, ni en matière de relance de la justice fiscale. Pourtant, je ne vois pas où sont les bonnes nouvelles dans ce budget. Il y a des créations de postes de fonctionnaires, il y a des dépenses qui sont en hausse pour l'emploi, l'enseignement scolaire, la culture. Non, mais il y a quelques petites corrections par rapport à des trajectoires qui ont été catastrophiques depuis le début du quinquennat, mais sans inverser la logique d'ensemble qui aura été sur l'ensemble du quinquennat très mauvaise. Et puis, il y a cet entêtement, cette obsession sur le déficit et l'austérité au détriment de dépenses publiques utiles et surtout sans vraie correction sur la fiscalité. Il y a 1 milliard de baisse ciblée sur les classes moyennes. Non, mais la baisse des impôts pour les classes moyennes et les classes populaires, c'est une mauvaise blague parce que quand on met bout à bout ce qui s'est passé dans le quinquennat, plus les impôts locaux qui sont la conséquence des baisses de dotation aux collectivités locales, plus les hausses de la TVA, la fiscalité sur les ménages a lourdement augmenté pendant cette période-là, alors que l'impôt sur les sociétés, lui, va avoir dans ce budget-là son rendement le plus faible de l'histoire de cet impôt. Et pendant ce temps-là, la fraude fiscale, l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale, tout ça continue de plus belle. Qu'est-ce que vous dites sur le prélèvement à la source ? Quelle est la position du PC sur cette Non, c'est un projet qui est techniquement, contrairement à ce qu'on nous dit, compliqué et surtout qui peut cacher des choses assez dangereuses. Parce que derrière ça, il y a la fusion programmée entre notre système actuel de cotisation sociale et nos impôts. Et je crois qu'il n'annonce pas de bonnes nouvelles pour les citoyens. C'est un peu compliqué à rentrer dans le détail de ce débat, mais je pense que les Français devraient être beaucoup plus vigilants. On leur dit non, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. En vérité, ce n'est pas seulement une mesure technique, il y a beaucoup de problèmes derrière. Dans les dossiers qui vous tiennent à cœur, vous étiez hier au siège social d'Alstom pour soutenir les salariés du site de Belfort. Est-ce que vous faites confiance au gouvernement qui a redit qu'il allait trouver la solution dans les quelques jours qui arrivent ? Non, parce que ce que j'entends m'inquiète. Parce que visiblement, alors que la question est de faire revenir de la production ferroviaire à Alstom-Belfort, j'entends le ministre de l'Industrie dire qu'on va diversifier pour maintenir l'emploi. C'est-à-dire que je crains qu'on remplace des activités de production par des activités de maintenance. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et je pense que la question, ce n'est pas les mêmes emplois. Et surtout, je pense que ce qu'on a besoin pour Belfort, mais plus largement, c'est de la relance de la production industrielle ferroviaire sur le territoire national à partir des commandes publiques, celles de la SNCF et d'autres, et puis pour maintenir nos savoir-faire. Or là, il y a une logique développée par les actionnaires d'Alstom qui est de transformer, de diminuer la production industrielle, de remplacer ça par des vagues usines d'assemblage, et après on peut déplacer ça à l'étranger, partout ailleurs. Donc il y a une fragilisation qui risque de continuer. Donc je crois qu'il faut vraiment soutenir le combat des Alstom pour maintenir la production ferroviaire à Belfort, mais surtout relancer la production ferroviaire sur le territoire national. Vous en voulez au ministre de l'économie successif, aujourd'hui Michel Sapin, avant Emmanuel Macron, avant même Arnaud Montebourg, de ne pas avoir pris ce dossier-là à bras-le-corps ? Bien sûr, mais sur Alstom, ça avait même commencé à l'époque de Nicolas Sarkozy. Mais d'une manière générale, le gros problème... Qui avait dit avoir sauvé Alstom. Oui, mais on voit bien où on en est aujourd'hui. Et entre-temps, on a vendu toute la partie électrique d'Alstom
à General Electric. Donc en vérité, le gros problème, c'est que personne dans les deux quinquennats n'a cru vraiment à la nécessité de relancer l'industrie nationale. C'est ça le grand sujet qui devrait être un des grands sujets de l'année politique qui nous attend. Est-ce qu'on va se décider enfin à croire en la relance de l'industrie nationale? C'est ce que vous proposez au PC? Oui, absolument. Ça devrait être une des très grandes priorités parce que nous sommes en train de fragiliser. On a perdu plus d'1,5 million d'emplois industriels. Et ce recul continue, on le voit avec Alstom, mais avec d'autres dossiers importants, plein de petites entreprises. Moi, je vais soutenir une entreprise qui est dans l'Isère dans quelques jours, Ecopla, qui est la seule à produire ce qu'elle produit, et on la laisse se fermer dans l'indifférence générale. Il y a des ministres qui disent « Oh là là, c'est un très grave problème », mais les banques ne sont pas au rendez-vous, l'État ne soutient pas le combat de ses salariés. Donc en vérité, on laisse filer notre industrie nationale, et c'est un très grave problème, alors que nous avons tous les atouts pour la maintenir sur le territoire national. Hier, vous étiez aussi au procès des syndicalistes d'Air France dans l'affaire de la chemise arrachée. Vous aviez protesté vigoureusement contre le licenciement de ces 5 syndicalistes-là. Votre réaction au réquisitoire, 2 à 4 mois de prison ferme, avec sursis contre eux? Écoutez, moi j'ai dit hier, en allant les soutenir, que ces salariés n'auraient jamais dû franchir la porte du tribunal. Parce qu'en vérité, s'il y a eu des incidents ce jour-là, d'abord, aucun des faits n'est établi. Ils ont été montrés du doigt dès le départ. Ce n'est pas une opération syndicale, une opération de casseurs et de voyous, a dit non, le procureur. mais absolument pas. Ça, c'est la thèse. Les infractions commises ont fracturé le portail d'accueil et d'accès au siège d'Air France. Non, mais il y a eu une journée de colère ce jour-là dans l'entreprise, parce que ces salariés, on leur a demandé des sacrifices pendant des années, en leur disant « et après, ça sera terminé, l'entreprise va mieux ». Là, on leur annonçait, au bout de ces années de sacrifices, qu'ils avaient accepté pour une partie d'entre eux, 2900 suppressions d'emplois supplémentaires. Et alors qu'ils voulaient se faire entendre du CCE, avoir un vrai dialogue avec la direction le refusait. Donc oui, il y a eu une journée de colère. Et de violence physique. Oui, non, mais oui, sur les violences, oui, mais sur les violences physiques, personne, et d'ailleurs ça s'est vu au tribunal hier, n'est capable de dire si les syndicalistes ont volontairement cherché. C'est même le contraire qui s'est passé. Il y a eu une bousculade à ce moment-là, mais pas de violence volontaire à l'égard de tel ou tel cadre. Involontairement arracher la chemise des deux salariés. Des images ont été, si j'ai bien compris, j'ai suivi ce qui s'est passé au tribunal, et elles rendent impossible l'identification de qui que ce soit. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, en vérité, à ce moment-là, dans cette bousculade-là. Bon, donc je pense que... Et on sait aussi que des syndicalistes se sont interposés pour éviter ces incidents. Donc je pense qu'on a traité ces syndicalistes depuis le premier jour de voyous, et je pense que c'est scandaleux. On va parler de la présidentielle. Votre envie, à vous, c'est de parvenir à une seule candidature qui réunirait toutes les forces de gauche, allant, je ne sais pas, de Montebourg à Mélenchon, en passant par Duflot. Oui, toutes celles qui sont décidées à tourner la page du quinquennat de Hollande, parce qu'il y a un très grave danger de victoire de la droite et de l'extrême droite, et je crois que face à ça, nous devrions opposer un seul projet de gauche qui ne peut pas être incarné par François Hollande puisqu'il a failli, un seul projet de gauche avec toutes les forces qui veulent tourner cette page. Et je pense que ce serait fou de ne pas faire ça quand il y a un tel danger de droite et d'extrême droite. Alors vous allez lancer votre campagne samedi 8 octobre, c'est cela ? Oui, parce que la manière dont tout ça se passe, avec des multiplications de déclarations de candidature, ne convient pas, je crois, à des millions de gens. Si vous interrogez vraiment les gens, je sais qu'on fait plein de sondages, mais si vous interrogez vraiment les gens dans la rue, personne n'a envie de voter pour personne aujourd'hui, vu comment ça se passe. Donc nous avons été consulter les citoyens avec un questionnaire qui s'appelle « Que demande le peuple ?». Et avec ce questionnaire, on a rencontré 400 000 personnes. Il y en a plus de 50 000 qui l'ont rempli entièrement. C'est assez long à remplir. Des questions sur leurs priorités. On avait envie de partir des priorités des Français, la manière dont eux les classaient, les sujets qu'ils jugeaient prioritaires, dans quel ordre ils voulaient les traiter. Voilà. Et puis il y a des questions ouvertes aussi pour leur laisser la possibilité de dire la manière dont ils ressentent justement la vie politique.
Et on va organiser le 8 octobre une grande restitution, sous la forme d'une émission. D'ailleurs, je peux vous en céder les droits si vous voulez la retransmettre sur iTélé. Sur iTélé. La grande émission, la grande consultation citoyenne. On va rendre compte de ça. Il y aura plusieurs centaines de personnes qui ont participé à cette consultation, qui auront la parole dans cette émission. Et moi, je dirai à partir de là comment nous voyons les grands axes de ce que devrait être une campagne. Il faut reconstruire le mandat populaire pour ces élections et redonner la parole aux citoyens vraiment. C'est un clin d'œil à Emmanuel Macron qui a à peu près la même démarche de sondage auprès des Français, depuis de diagnostic et de restitution. Oui, mais Macron dit qu'il fait du porte-à-porte. La différence, c'est que nous l'avons vraiment fait, quoi. C'est-à-dire que lui, il fait beaucoup de com autour de ça, avec beaucoup de moyens financiers que nous n'avons pas. Nous avons remplacé ces grands moyens financiers dont dispose Macron par du contact direct avec des centaines de milliers de gens. Et la qualité de ces rencontres a été spectaculaire. Rien que dans la fête de l'humanité, il y a plus de 10 000 personnes qui ont rempli ce questionnaire. Beaucoup de jeunes, énormément de jeunes. Et parce que c'est une autre manière d'entrer dans le débat politique et qui correspond mieux à ce que veulent les Français, je pense. À la fête de l'UMA, vous avez rencontré Jean-Luc Mélenchon. Pas seulement, oui, mais j'ai rencontré Jean-Luc. Oui. Mais entre autres, vous n'êtes toujours pas d'accord sur une réunion autour de sa candidature. Quel est le scénario que vous envisagez On va décider, nous on a une conférence nationale le 5 novembre, rien je crois ne nous fera renoncer à la volonté de faire converger des candidatures qui partent en ordre dispersé, pour la raison que je disais tout à l'heure. Donc on va continuer à essayer de convaincre de l'impératif de cette convergence-là. Et vous pourriez, vous, décider d'être candidat, in fine ? Écoutez, si j'essaye de faire converger des candidats, c'est pas en commençant par en rajouter. J'ai pas envie de rajouter du problème à une situation qui est déjà catastrophique. Nous pourrions rajouter une candidature. En plus, on a la volonté justement d'exprimer cette convergence. Ce que j'ai envie dans un premier temps, c'est d'aider, c'est ça le sens de la consultation, à la parole populaire de s'exprimer et à tout un tas de personnalités que je rencontre qui ont envie de ça et qui ne prennent pas la parole parce que tout le monde s'est un peu habitué à ce scénario catastrophique qu'on prépare pour 2017. Donc moi, j'ai envie qu'on sorte un peu de ça, quoi, voilà. Que demande le peuple ? Au nom du peuple de Marine Le Pen, la cause du peuple de Patrick Buisson, le peuple est à toutes les sauces dans cette campagne ? Oui, mais la différence, c'est que justement, dans cette initiative, c'est qu'on ne parle pas à sa place et qu'on a envie de faire s'exprimer cette parole citoyenne. Évidemment, il y aura du débat, tout le monde ne pense pas la même chose, mais faire revenir finalement la démocratie, la citoyenneté dans une campagne électorale, là où on essaye de nous enfermer dans un scénario qui est ficelé bien à l'écart des citoyens, ça sera notre méthode pour la période à venir et probablement pour toute l'année qui vient. Merci beaucoup Pierre Laurent d'être venu ce soir sur iTélé.